Rétrologie, nous sommes en 1993, c'est bien ça, hein, Steph, hein, Bien voilà. 93. Comme tu l'as dit précédemment. Et qui est avec nous? C'est Bioxide, Jack. en fait, Bioxide, Jack. Voilà, Exact. Jack Bioxide, comment Bonsoir. comment est-ce qu'on dit? Bonjour, bonsoir, Jack, moi je préfère. Voilà, un petit peu ton parcours, on va un petit peu te présenter, tu vas te présenter toi-même, tu vas faire ta bio toi-même d'ailleurs, voilà, comme ça. Je prends des vacances directes, voilà, Facile. c'est pas facile, quoi. 93, une bonne date pour moi, c'est vraiment là où j'ai vraiment découvert tout ce qui est techno acid musique, même si je l'écoutais un tout petit peu en 92, mais 93 là c'était vraiment l'année assez charnière pour moi, où j'ai découvert d'autres choses, au tech, Aphex Twin, vaguement, où j'ai plus exploré son univers par après, mais sinon l'acid musique, UR et tout ça, la chapelle du jeudi, Voilà. la fameuse soirée du jeudi. Voilà. Donc, tu ne m'as pas répondu à ma question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment? Voilà. Ben, je viens de Donc, là, en fait, 1993, au niveau en fait. électronique, je viens Tu viens de... vraiment de 1993? Non, j'écoutais de la New Wave avant, j'écoutais aussi d'autres choses, Rage Against the Machine, enfin tout ça quand j'étais vraiment plus ado, mais 14-15 ans, là, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment découvert toute cette musique en allant bêtement à la chapelle une fois. Je suis arrivé un jeudi et voilà, donc je tombais amoureux de cette musique et ensuite je voulais m'y adonner à fond, donc DJing et tout ce qui a suivi très peu de temps après. Donc j'ai acheté du matos en travaillant durement pendant les vacances, avec mes premières techniques et tout, enfin c'était vraiment 93-94, ouais, C'est à partir de ce moment-là que tu as voulu être DJ? Auparavant, t'avais des autres goûts? J'avais déjà musicaux? des envies, je trouvais ça pas mal, bien que ça me paraissait plus abstrait, mais c'est quand vraiment j'ai commencé à sortir en 93, où là je me suis dit ouais c'est chouette de faire danser les gens comme ça, donner un groove avec la musique qu'on aime, Voilà. et voir les gens qui dansent là-dessus, ça donne un pied fou. On va dire que 1993, c'est un petit peu une période charnière entre 93 et 95, on va dire, c'est une période charnière où ça commence à se diviser, puisqu'à l'époque, on a des choses comme un peu jazzy avec JD par exemple, avec Plastic Dreams, qu'on connaît. On a d'un autre côté un génie qui nous vient du Canada avec le label Suite, voilà, avec voilà. Et puis d'un autre côté, il y a un truc qui se passe, c'est vraiment une libération, c'est qu'il y a des choses qui sont devenues d'office normales. C'est la house en fait, en général, ce qu'on va appeler la house ou la dance en fait. Et même l'électronica, parce que le premier album d'Otech est de 93. Voilà. Et c'est quand même un mouvement qui a créé beaucoup de choses par après, que ce soit des groupes complets, enfin beaucoup de choses. Et moi, par après, je me suis jeté fort dans l'acide, tout ça, en 93-94, par tous les labels UR, Drop Bass, enfin tout ce qu'on connaît. Je sais pas, Jack the Beat, enfin pour en citer que quelques-uns, mais après j'ai bien aimé le label Warp, Reflex et tout ce qui s'ensuit aussi, donc j'ai toujours été passionné de recherche musicale, voilà, on va dire ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en plus en Belgique, il se passe plein de choses en 93, notamment la fermeture. Reload et tout ça. Exact. Et au niveau des discothèques aussi, on sent le changement puisque le Boccaccio ferme à ce moment-là. Fermeture administrative. Malheureusement. Oui, c'était la seule année. Malheureusement, voilà. Et à ce moment-là, l'extrême ouvre. Oui. D'où le côté, en fait, à un moment donné, je me dis, dans les charts, justement, dans les charts, arrive cette musique techno ou peut-être house, avec des tubes comme Exterminate de Snap, par exemple, qui devient vraiment les gros tubes, ou par exemple, il y a une petite chanteuse comme ça, qui est un peu MC, qui va donner beaucoup d'influence, qui va travailler avec Boy George et tout ça.
1993, on est encore avec Jack, avec Bioxide, voilà, qui vient justement de nous mettre à débat en fait. À l'époque, en fait, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Netlog, on n'avait pas le cul dans le beurre. Toutes ces choses, on n'avait pas le cul dans le beurre, mais on avait quand même certaines choses motivantes, quoi. On avait le Hotsoon, le fameux Hotsoon. On cherchait après. On rentrait dans les disquaires pour aller le choper parce qu'ils étaient en plus une édition limitée à l'époque. Juste le point mis là-dessus, il y avait le disquaire déjà. Oui, voilà, c'était un autre débat. Maintenant, il y a même plus de disquaires pour aller chercher. Il y avait un rendez-vous quelque part, un rendez-vous de gens. Une genre de communion, je dirais. Un genre de communion, oui. Qu'on ne trouve pas, alors que normalement ça devrait être vachement plus élargi maintenant. Oui, mais en fait, ayant été disquaire, je me suis rendu compte qu'avec les années, les jeunes arrivaient avec des playlists, des charts. Ce qu'on n'avait pas à l'époque, si, peut-être un peu ceux du Hotsoon, mais on allait au coup de cœur, on piochait dans les disques, on cherchait le morceau qui était passé en soirée, sans savoir avec les techniques de maintenant, parce que maintenant avec un GSM, tu lances ton GSM, il sait reconnaître le morceau carrément. Avant, tu devais aller trouver le DJ, lui demander quel morceau, s'il voulait bientôt le dire, parce que des fois certains DJ ne voulaient pas le dire. D'ailleurs, il collait même des étiquettes sur les centres pour que même les autres DJ ne voyaient pas les. C'est juste Kuni, de Saint-Port ou bien de chez. Même toute la bande de WP le faisait de temps en temps. C'était leur pièce maîtresse qui voulait pas dire où ils l'avaient trouvé. Bon, avec les années, on l'a appris, mais voilà. Donc c'était vraiment pour moi une chouette époque à ce niveau-là parce que il fallait vraiment être passionné pour chercher vraiment ce que tu voulais. Et faire ses preuves un peu. Un petit côté qui arrive en 1993-94 comme ça, avec un petit côté où le DJ devient de plus en plus ciblé pour un style bien défini. Et devient un peu star. Alors qu'avant, il est DJ, il passe un petit peu beaucoup plus large de la house, la techno, ce genre de choses, il est beaucoup plus large. Il devient de plus en plus ciblé. À cause, pour toi. Devient ciblé, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de genres différents que je pense qu'on a créé à force des soirées à thème, la drum and bass, tous des mouvements qui se sont créés par la suite, quoi qu'il y avait déjà des prémices début 90. Quand tu écoutes le premier album de Square Pusher en 94, si je me trompe, ça doit être de ces eaux-là. T'entends vraiment déjà les influences qui arrivent parce que ils recherchaient un peu dans toutes les musiques pour essayer de créer des nouvelles choses. Je me rappelle quand j'allais en Angleterre à ce moment-là, début 90, t'avais dans la rue les premiers prémices de la jungle, t'avais les gros postes là, postes tenus vraiment comme dans les films, et ils vendaient leurs thèmes dans les rues, dans Camden Town, dans le centre. C'était vraiment, c'est là qu'on découvrait. C'est vrai que l'Angleterre était quand même. Moi, j'y allais souvent chez Fat Cat Records, le fameux Fat Cat Records, et Camden Town, où tu trouvais des pièces. C'était vachement moins cher à l'époque. Vinyle, c'était entre 150 et 200 francs. Donc, donc c'était pas énorme, et puis le trajet n'était pas cher non plus. Non, c'était pas cher, on faisait la malle. C'était 250 francs aller-retour, quoi. Je pense à mal. 4-5 euros. Après, ça a explosé avec l'Eurostar. Avant, tout le monde allait en Angleterre. Moi, j'allais souvent en Allemagne, j'allais aussi en Hollande. C'était assez facile de trouver des disquaires parce qu'il y en avait partout. Donc en 93, est-ce que tu dis dans ta tête, tiens, un jour je vais devenir disquaire ou je vais produire ou je vais faire ce genre de choses? C'est arrivé un peu par hasard en fait, le disquaire. Moi, mon but c'était de produire, de lancer un label, ça je l'avais en tête depuis longtemps, et faire de la distri, rentrer en contact vraiment avec
enfin tous les Newton et tout ça, parce que je trouvais ça vraiment passionnant. C'était vraiment eux les vecteurs de la musique, parce que sans distributeur à l'époque, la musique n'aurait pas été. C'est clair. Alors je voulais être un peu distributeur. J'ai commencé en tant que distributeur près de Belle-Île. J'avais un entrepôt. Ensuite, j'ai mis quelques bacs parce que je distribuais par centaines certains labels en exclu. Enfin, c'est ça le but du distributeur, c'est avoir de l'exclusivité. Et alors je mettais des bacs avec 2-3 pièces chaque fois, et après les bacs se sont agrandis, j'avais plus de pièces, j'avais plus de place dans le genre d'hangar que j'avais. Alors j'ai ouvert un magasin en Entremeuse, où là il y a eu un engouement spécial parce que je fais ça aussi bien de la techno que l'électronica. Je touchais des domaines que pas beaucoup de disquaires, je pense, touchent en Belgique, sauf à Bruxelles et à Moucron. Et voilà, donc du coup, j'ai eu un public, j'étais un peu étonné. Je fais vraiment un coup de tête, le disquaire. Je voulais vraiment faire mon label, je l'ai continué par après aussi, où il y a eu quand même quelques sorties, dont Maïtre, enfin d'autres choses où je suis assez pas fier mais content, voilà, content comme un accomplissement en fait. Je trouve que voilà, je trouve qu'on est en Belgique, on a quand même une plaque tournante, et à Liège, je trouvais que ça manquait un disquaire. Ça m'a fait quand même du mal quand MVC, tout ça. Donc c'était pas une question vénace, c'est pas une question pécuniaire, c'est non du tout, c'est vraiment la passion, de volonté, une passion. Bien sûr, parce que en tant que distributeur, on appelait ça des distros. Les gros distributeurs Conneton faisaient beaucoup de fric, mais bon, par après ils se sont plantés parce que la vente du disque a été ce qu'elle était, même le CD. Mais au départ, tu savais encore en vie parce que je vendais des gros paquets de 100 disques, un disquaire par 6. Comme ça, je suis rentré en contact avec pas mal de disquaires en Europe. Et parce que j'avais des labels en exclu et belges, dont certains, dont le label de Sulfuric, enfin j'en cite que quelques-uns. En Allemagne aussi, ils cherchaient des distributeurs pour la Belgique. Donc du coup, j'ai distribué à tous les disquaires. Donc il y a pas vraiment de concurrence entre les disqueurs en fait. Ce qui se passait même, c'est qu'en tous les disqueurs en Belgique, on se faisait des échanges. Donc on achetait 100 pièces, on achetait 100 pièces et on se repartageait, lui en prenait 20, on se faisait des échanges et on arrivait à combler tout le monde parce que de toute façon les disquaires à Liège, il y avait Carnaby, à MVC, lui était plus techno house, moi j'étais plus électronica, d'autres choses, donc on se concurrençait même pas. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment après avec les années, bon, le MP3 a fait l'explosion qu'on connaît. Et ensuite les gens ont commencé à acheter de moins en moins de vinyle. Et voilà, donc je commence à me retourner vers le merchandising. Et c'était pas ça que je voulais faire. J'ai arrêté. Pas spécialement évident, mais au niveau de la production, par exemple. Parce que la production, je vais peut-être ressortir des choses plus tard, mais là j'ai mis un peu en suspens, mais oui. Au niveau électronica, qu'est-ce qui t'a mis à partir de 1993 des noms au Tech. Ah oui, ça c'est. D'ailleurs, on s'écoutera un morceau. On s'écoute Inculabila, donc c'est le Bascadet. Pour moi, le morceau Révélation Electronica.
1993, c'est Rétrologie, on est avec Bioxide, et puis on va un petit peu parler, on va se retrouver en 1993, les sorties en fait. Quand on parle de sorties en 1993, qu'est-ce qui vient directement à l'esprit, quoi? Au niveau des sorties, au niveau des clubs, au niveau des boîtes. Pour là, je dirais La Chapelle en ce qui me concerne. C'était vraiment ma boîte. Ouais. Moi, j'allais au Soupala, il y avait. Moi, je sortais aussi au Montigny, je suis allé au Globe, je sais plus toutes les boîtes que j'ai fait. Exact. Je suis allé au Garage, je suis allé Cherry Moon, j'allais même à Blockenberg, à la Scala. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai fait, je crois, un peu toutes les boîtes de Belgique à ce moment-là. Il y avait aussi un besoin de oui, voilà, mais oui. Pour dire, mais oui, à cette époque-là, le Boccaccio Live ferme. Oui. En 93. Voilà. Administratif, problème de drogue. Oui. Et en 93 ouvre l'Extrême. Aussi, à Fligam. Voilà. Oui, voilà. C'est interlude. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, tu l'as dit toi-même, Fligam, c'était vraiment affligeant. Donc, ben c'est tout à fait pour nous que. C'était des bonnes tailles. Mais oui, mais je crois que ça les arrangeait de fermer des boîtes. C'est le moment où il y a commencé à avoir de plus en plus de fermetures de boîtes. Et d'ailleurs, je pense qu'en dessous ne pouvait même pas trop en parler parce qu'il en parlait vaguement. C'est l'époque où Adzevilla prend feu aussi. Oui. En 93. Et c'était vraiment, je crois qu'il y a eu une genre de décadence après 93, beaucoup de boîtes ont fermé, et d'autres ouverts, mais l'esprit commence à se perdre, je pense. Donc je pense que, en fait, comme on en revenait au début, on commence à avoir les charts qui se remplissent de choses électroniques, voilà. Ça devient un rien, entre guillemets, commercial, ça devient un business, naissant. Donc, d'où naît un petit peu le côté un peu alternatif, underground, avec des choses qui vont être beaucoup plus mises en évidence, comme des Aphex Twin, mais justement, qui étaient déjà mis en avance. Et je te rejoins sur certains points avec Aphex Twin. Voilà. C'est le moment où Aphex Twin a commencé à devenir de plus en plus commercial. Quand il a commencé à apparaître dans une pub Pirelli pour un morceau qui s'appelle Joy Rex 9. Du coup, on s'est dit, putain, de l'Aphex Twin qui passe sur RTL, sur le morceau vraiment qui claque. En plus, on se dit, après la drum and bass, tout ça a suivi. Mais c'est vrai que ça arrivait dans les pubs. Enfin, la techno commençait à prendre. C'était devenu normal en fait. Alors qu'avant, c'était un peu. T'écoutes de la techno. Tout de suite, avec l'étiquette, tu vois. Et alors, certains. Moi, je me rappelle les premières soirées que je faisais, c'était pas facile parce que
il fallait dire qu'on faisait des booms dans des salles. Parce que quand il disait le mot techno, tout de suite, ça faisait peur un peu. Parce que il y a eu, je pense, on a véhiculé une mauvaise image de ce mouvement. Je ne sais pas ce qui a créé ça, enfin la loi Thatcher je pense déjà, et d'autres choses. Je pense qu'il y a eu une peur avec ça, c'est parce que les gens ne revendiquaient rien en fait. Il y avait des phénomènes de masse, il y avait des phénomènes de masse, et je me souviens que je travaillais dans les magasins de fringues, et en fait il y avait énormément de gens qui voulaient dire tiens, comment est-ce que ces gens-là se fringuent? Ben non, il y avait pas de revendication politique, il y avait rien, c'était vraiment un truc un petit peu, c'était un genre 68 art en fait qui revenait. Beaucoup de gens de la New Wave sont partis vers la techno aussi. Également, par une suite, la New Beat et après la techno. Pour le côté électronique, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Le genre de truc, et c'est un truc qui m'interpelle un petit peu parce que je ne l'avais jamais dit auparavant. Aphex Twin, par exemple, quand on prend Aphex Twin, qui avait signé aussi sur un label belge, RS évidemment, notre bon Renat et notre grande Sabine qui avait signé tous les plus grands artistes comme Joe Beltram. Beaucoup, hein. Mais un des plus beaux morceaux d'Aphex Twin, d'ailleurs, qu'on va s'écouter après. Un des plus beaux morceaux pour moi, c'est le morceau On, qui est sorti sur WAP en 93. Et quand je l'ai découvert, je l'ai peut-être découvert un peu sur le tard, fin 90, début 94 je dirais, bêtement, je me suis dit, waouh, ça c'est de la musique électronique. Qu'est-ce qui t'a provoqué la chose avec Aphex Twin par exemple? Qu'est-ce qui t'a vraiment percuté à l'oreille? Je viens en fait de mon père écoutait du Pink Floyd, écoutait des choses déjà très planantes. Oui. Et Aphex Twin avait ce don. Là peut-être moi maintenant est devenu beaucoup plus brut, commercial, tout ce qu'on veut. Mais avant il avait vraiment, il a toujours, mais d'une autre manière. Mais il avait une âme vraiment dans ses morceaux. Par exemple le morceau On. Des très belles mélodies, c'est du classique électronique en fait. C'est assez amusant ce que tu dis là parce qu'on va rentrer dans un débat évidemment où tu parles de Aphex Twin qui a une âme, voilà. Alors beaucoup d'artistes, Plastic Man aussi. Alors que de l'autre côté, tu as vraiment, moi ce que je préfère évidemment, je le sais très bien, qui vient de Détroit. Et là on appelle ça, ils ont la soul. Donc, aussi, quand même. C'est l'idée. Quelque part, oui. On va s'écouter puis on va en s'écouter reparle un petit On d'Aphex Twin.
Rétrologie, on est en 1993, on est toujours avec Bioxide et on était sur le projet Aphex Twin en fait, sorti qui a été découvert en Belgique avec un label en fait qui tournait bien à l'époque en 1993, qui s'appelait R&S. Malheureusement, quand j'ai su que c'était Renate et Sabine, ça m'a vraiment ça casse un peu le charme. Ça cassait vraiment le charme. On s'est toujours demandé pourquoi le cheval, pourquoi voilà, parce qu'en fait Ferrari, c'est vrai qu'il y avait, voilà, mais il a perdu le procès contre Ferrari voilà, ce genre de choses. Donc en fait à ce moment-là, il y a plein de studios qui commencent à tourner, commencent à émerger. Il y a des choses qui se passent en Belgique, beaucoup en Flandre aussi, on va dire, parce qu'il y a un gros mec comme ça, businessman, qui fait un truc énorme, qui est tout seul comme ça dans son garage, parce qu'il faut dire aussi à l'époque, t'allais à Gand, et à Gand c'était rempli dans leur garage de studio avec des tables de mixage de la mort et tout ça, parce qu'il n'y avait pas de PC comme maintenant, évidemment. C'était Mac pour enregistrer, et puis c'était le fameux Atari, voilà, qui était là, et le mec fait un morceau et va trouver des Hollandais pour un chanteur et une chanteuse et danseuses aussi, les Too Limited en fait, qui ont été repris en Angleterre par les Stock Aitken Waterman aussi, voilà, ceux qui les ont produits. Donc ça c'est encore autre chose, et on en revient maintenant à Aphex Twin en fait, parce que d'un côté on est avec le mec qui est dans son garage, qui veut absolument faire du biz en fait, et on passe au mec qui est dans sa cave, qui veut faire du pognon. Il a commencé comme ça. Est-ce que l'image n'est pas la même en fait quelque part? Est-ce que la valeur des choses n'est pas la même quand tu vois le mec qui est dans son garage, qui n'a pas la même culture, qui veut absolument faire un truc qui marche, qui fait Too Limited, qui a quand même fait, je ne sais pas, je pense que c'est. Mais je pense qu'à l'époque c'était plus facile d'émerger, je crois. Tu penses? Il y avait beaucoup moins de DJ. Il y avait beaucoup moins de compositeurs. Et de producteurs. Maintenant, c'est devenu une mode, c'est devenu à la portée de tout le monde. Oui. Il fallait acheter du matos, c'était cher. Mais il y avait beaucoup plus de style en fait à l'époque. Puisque quand on voit par exemple un Joe Beltram ou un DJ Pierre qui se contente de trois synthés avec un petit Atari. Des fois avec un simple SH, on savait faire des super morceaux, mais. Voilà, il fallait l'avoir. Oui. À l'époque, c'était plus facile à voir que maintenant aussi. Maintenant, tu vois le prix d'une TB303, t'as rien en dessous de 1500 €. Oui, mais maintenant on les a, on peut les pirater comme beaucoup. Oui, voilà, mais c'est ce que je disais, c'est devenu plus à portée de tout le monde. Maintenant, tu peux avoir une TB303 sur ton ordi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais en venir justement au matos en fait. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure que tu voulais t'as voulu produire ce genre de choses. C'est quoi les machines qui t'ont intéressé à la base en fait? Si je dis que mon nom sur Facebook c'est Jack 303, ça fera vite le rapport. Donc on en revient toujours à l'acide. C'est vrai que c'est la techno, l'acide, Jeff Mills et tout ça, mais les machines, le SH, quand même une belle âme. C'est vrai qu'on est embidoué plusieurs fois sur des 303, c'est assez amusant. Tu peux rester des heures à faire parce que pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, la TB 303, en fait, c'est une machine de chez Roland qui n'a absolument pas marché, qui était faite pour accompagner. En fait, c'était pour faire de la basse, en fait, c'était pour faire une basse à la base. Oui, bien sûr, c'est basse. Voilà. Et c'est DJ Pierre qui l'a redécouvert, voilà, avec la bassline. Et le SH. Oui, ça c'est plus pour tout ce qui est nappe. Après il y a la TR 808 pour tout ce qui est électro, bien. Le SH rentre dedans. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, quand tu reprends des clips des années 80, le SH c'était l'espèce de guitare comme ça, piano, qui avait un peu piano comme ça. Et là tu pouvais avoir le SH simple et puis tu pouvais ajouter le. Dépêche Mode utilisait beaucoup de ça. Juste Dépêche Mode c'était le EMU. C'était ému en fait, voilà. Au niveau synthé, voilà. Au niveau des samplers. Les samplers, les gros samplers. Voilà. Et au niveau du son, voilà, t'as des machines comme ça, puis t'as eu des samplers également. J'ai bidouillé sur des samplers. J'ai acheté du matos à un moment donné, mais j'étais vraiment dans le DJing à ce moment-là, j'y pensais moins. C'est vrai que c'est peut-être par fainéantie, j'ai déjà passé des nuits, des semaines à faire des morceaux et tout ça. Mais avant vraiment de faire ces morceaux, je pense qu'il faut créer déjà toute sa banque de sons. Et je pense que maintenant le problème c'est que beaucoup de gens prennent des banques de sons d'un peu de tout le monde et on retrouve des sons similaires. Trop similaires. À l'époque, il fallait vraiment, quand j'ai commencé, c'était avec les Atari, donc avec les trackers. On en revient maintenant en tracker, fast tracker et toutes ces choses-là. Rinoy, j'ai un ami que je citerai pas, Jean-Marc Subscan, qui est fan de ça. Je comprends parce que
Enfin, on en revient à l'essence l'essence de la composition qu'on avait à l'époque où c'était avec Atari, Amiga, donc c'était des trackers, simplement des chiffres qui défilaient avec des lettres, l'hexadécimal, voilà. J'ai commencé là-dedans, puis après j'ai un peu eu du matos, mais pas énormément, pas comme tous ceux que j'ai côtoyés par après. Et ensuite, non, j'ai investi tout mon argent dans les vinyles, moi, en fait. Tout simplement. Toutes les semaines, je claquais tout ce que j'avais, enfin voilà. D'ailleurs, ça prend beaucoup de place chez moi. J'ai des pièces entières remplies de vinyle, je sais pas, je dois en voir. Je les ai plus comptés. La dernière fois que je les ai comptés, j'en avais plus ou moins 8-9 000. Quand même. Et maintenant, avec le disquaire qui est passé entre tout ça, je sais pas. Je devrais compter une fois. Donc en fait, en 1993, vous appartenez à une génération qui veut du son, en fait, avec Aphex Twin, qui fait découvrir des sons un peu différents de ce qui se fait habituellement, qui est beaucoup plus, entre guillemets, on va dire commercial, encore une fois, parce que c'est vrai que Aphex Twin, même si je trouve qu'en général les morceaux ne sont pas jamais aboutis, mais le son est là. Voilà, il a sa patte. Non, mais on pourrait croire que tu es payé pour citer Aphex Twin parce que ça n'arrête pas. Mais des gens qui ont révolutionné notamment aussi un peu au niveau commercial la musique électronique et qui l'ont démocratisé d'une certaine manière, les Daft Punk ont commencé en 1993 à se produire, notamment avec Alive. Il faut te dire qu'à l'époque c'était les Daft Punk ou les anti-Daft Punk. C'est ça. Donc tu accrochais tout de suite à leur mentalité. Il faut savoir aussi que Daft Punk a inventé quelque chose de terrible. C'est un groupe français d'abord de musique électronique qui est originaire de Versailles, actif depuis 1993. Donc Thomas Bangaltier et Guy Manuel de Omen. Voilà. Ils ont fait des chouettes trucs, il faut pas cracher dans la soupe. Moi j'ai écouté du Daft Punk à l'époque aussi. En fait, il faut bien vous dire que Daft Punk a inventé quelque chose de super. C'est qu'ils ont combiné le sampler et l'analogique. C'est-à-dire que quand ils prenaient un son, en fait, ils l'enregistraient, ils le samplaient pour le travailler, parce qu'en fait, avec un synthé analogique, il n'y avait pas la pêche. Des fois, on n'avait pas la pêche. Beaucoup d'artistes ont pris cette technique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils avaient une certaine pêche, pour les pauvres qui n'avaient pas une 909 en fait. C'était quand même cher. Si tu voulais vraiment suivre au niveau matos, il fallait suivre au niveau fric. Donc souvent, tu devais soit être DJ reconnus qui tournaient, qui ramenaient déjà de l'argent pour pouvoir se permettre d'autres matos. C'était pas à la portée de tout le monde de s'acheter le dernier synthé à la mode, parce qu'il fallait se débourser des fois à l'époque des 1000 €, et qui étaient 40 000 francs belges, c'était une somme. On est en 1993, on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas, on essaye de se communiquer comme on peut. On s'envoie les tapes. De se dire, tu te rappelles le dernier pompe qui fait Oui, je l'ai entendu à la soirée. Voilà, ce genre de les CDJ n'existaient pas encore tout à fait. Les CDJ, oui. C'était déjà c'était que les Technics à l'époque. Ce n'était que les techniques. Le CD était déjà pas de écoute chez soi pour les était déjà mis, mais ce n'était pas pour les DJ, parce qu'en fait chez soi, non, c'est vrai que Technics a essayé de lancer un lecteur, mais il a complètement foiré, parce que ils avaient un petit problème de latence en fait, par rapport au prix. Et c'est vrai que moi j'ai bossé avec un Philips Laboratoire avec un pitch. Mais en fait, le lecteur à l'époque coûtait, mais c'est vrai, ça paraît rien maintenant. Le lecteur coûtait entre 120 et 150 000 le lecteur. Voilà. Tu voulais monter un petit studio, c'était pas donné. Oh, mais on pouvait quand même. Maintenant, avec un bon ordi, une super carte son, avec les programmes qui suivent, 2-3 000 €, tu peux déjà faire quelque chose. Mais chérie, faites de la musique, hein. Alors, voilà. Il faut du temps pour faire la musique, c'est vrai. C'est vrai et chapeau à certains artistes, parce qu'ils n'endorment même plus. Oui. On a parlé de tous ces gens, par exemple de Snap, on a parlé de Zenvat, on a parlé tout à l'heure de JD, on a parlé de choses qui étaient quand même par rapport aux régions, en fait. Chaque région avait un petit peu sa musique. On avait l'Italie qui était un petit peu qui sont souvent un petit peu Italo House Disco, mais c'était un peu le début, défi, les défis des DJ justement. On a quand même des plus Eurodance, je veux dire. Oui, l'Eurodance, c'est ça, tout à fait. Eurodance avec comme Too Limited ou avec des choses qui sont venues après comme
Voilà, je ne sais plus s'il y a les galas ou des choses comme ça. Oui, si, Il y a ce genre-là. Et puis la Belgique, avec d'un côté, il y avait le côté un petit peu RS. Il y avait un peu de tout en Belgique. Oui, en fait. Bonsaï, Bonsaï, voilà. Parce que BWP. malgré tout, même si on n'aime pas Tu as eu ton Bonsaï, t-shirt Bonsaï ils étaient là. Oui, je l'ai eu. Use, don't abuse. Et puis tout le monde l'a eu ça. il y a aussi ce label Dance Opera aussi avec. Oui. Exact. Oui, mais ils ont même sorti un un acid cœur sur des Oscars. Ils étaient très ouverts au niveau musical. Un truc très expérimental qu'ils avaient fait. À l'époque, Avec Laurent Jadot. 1993, Apollo aussi. 1993, on se retrouve là, on se retrouve en soirée. Et tu vas dans toutes les soirées en fait. Oui. Tu rencontres les DJ, tu leur parles. J'allais partout. J'allais souvent en Montigny parce que j'étais fan de G-Force. J'ai fort. Stanley que j'ai réinvité par après plusieurs fois. Sinon j'allais à Bruxelles, ensuite j'allais au PK, enfin j'allais en Belgique, oui, un peu partout, dès que beaucoup plus que maintenant. C'est vrai qu'avant on faisait même plusieurs boîtes. Ouais. On allait vite à l'autre parce que le DJ on savait qui jouait à cette heure-là. Ouais. On se dépêchait bien vite et si elle n'était pas full parce que toutes les boîtes faisaient quasi ça le comble. Moi je me suis retrouvé à la Chapelle à l'époque où si tu sortais tu devais repayer ton entrée ou tu pouvais plus rentrer. Avec Désiré. Oui, avec Désiré, qui est toujours là d'ailleurs. Ouais. Allez. Il fait partie des meubles, mon père l'a connu aussi. Il est toujours là et la chapelle n'existe plus. Oui, C'est la folie, Il est quoi. devant. Lui, Pas il est le poteau toujours là. là. Non, il est toujours là en fait, c'est ça. Oui, il est non, parti. mais quand c'est fermé, dans oui, le parking. Il est toujours là. Il est devant, C'est quoi. juste, il est toujours là. Ouais. Mais la chapelle n'existe plus, c'est vrai. Le palace. Oui, le palace aussi. Philippe Delville, voilà, de temps en temps, le samedi. On faisait le jeudi la Chapelle, parce que qu'est-ce qui faisait que la Chapelle marchait bien le jeudi? C'était la seule boîte qui ouvrait le jeudi. Donc t'avais des gens de Flandre qui venaient de partout. En plus l'époque c'était l'époque marathon, comme on appelait ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, car lundi, Balmoral, etc. Évidemment, le mardi soir. bon. On était Mardi soir tu dors et tu vas, t'essaies d'aller au cours. Il y avait des choses le mardi soir. On était jeunes. On était jeunes et fous. Au milieu des bois, il y avait encore des trucs mardi soir. Si. Sûrement. Je ne saurais plus te dire. Si, la canne à rhum. Mais non. Oui, non, mais il y avait aussi. non, Oui, non, c'était non, le mercredi, ça. Non, le mardi soir, il y avait quelque chose qui se passait. C'est plus Sur- très en bien. Flandre. Nous, voilà, ce sera pour une prochaine émission. Enfin, pour dire que c'était vraiment. Oui, Le c'était. shampoo, Je le regrette pas shampoo, l'époque c'est de quelque maintenant chose, parce c'est qu'elle a, le shampoo. elle a d'autres. Le shampoo le mardi. Le shampoo. À la fin, ouais. voilà. Ça évidemment. n'arrêtait pas, sauf le mercredi. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de choses qui se passaient. Il y avait vraiment une révolution. Tout le monde voulait passer un petit peu de la house, de la techno un petit peu partout. J'aime bien quand tu fais. Ah ouais. Ouais, ça me rappelle de chouettes souvenirs. Ah ouais. Surtout, c'était un peu les clans hip-hop, les clans. Comment dire? Moi, je me rappelle les vendredis de la Chapelle, c'était assez fabuleux. Tu avais de la new wave, tu avais du hip-hop, mais très très pointu à chaque fois. Et t'avais de la séquence techno. Alors, t'avais chaque fois un public différent qui allait danser. C'était assez comique parce que c'était rare quand les publics se croisaient. C'est vrai. Tu vois? Parce qu'en fait, on sortait. Il faut bien dire aussi que jusqu'à il y a peu, en fait, la techno, c'était quand même quelque chose un petit peu de banni, un petit peu comme des satanistes, en fait. Oui, considéré même moi, comme comme je te disais tout à l'heure, tu devais faire une soirée à l'époque, dire que tu faisais une boum. Voilà. Et alors, Mais ça faisait boum boum. comment est-ce que tu t'habillais en fait? Est-ce que tu t'es apprêté pour sortir en fait? Oh, je cherchais mon t-shirt tout ça, voilà, on mettait peut-être ce qu'on aimait bien au niveau musique, ouais, je pense, ouais. Mais pas comme. J'ai jamais été très style Montigny avec des fluos partout, Oui. avec la houppette et à danser comme des skieurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils dansaient avec les jambes très écartées. Nous ici à Liège, on sautait. Les fameux jump, comme dirait Bertrand, on nous entend. Mais bon, chacun avait son jump, comme on disait. Mais après, c'est devenu ringard le jump. Quand j'ai vu ce que ça en est devenu, la tectonique, le jump, on a repris tout ça en disant on a créé un truc, alors que ça existait depuis le début des années 90. Tout devient ringard à un moment donné. Mais ça se recycle. Voilà, comme quand on va dans une soirée, quand on voit les répétition, gens avec leur pantalon poney. Qui vont voir Puis quoi on va voir DJ quoi. Rush, Ouais. tu vois, quand même, qui a quand même assez capté tout un public comme ça, où tu vois qu'il y a que des petits blonds bleus avec leur pantalon poney en fait. Voilà.
Quelle chance il a lui quand même. Il coupe les basses, il augmente les aigus, et puis il remet tout. Et voilà, il recommence. il a créé son style et tout ça, mais ça c'était plutôt Chicago, oui, je pense. Je ne saurais pas te dire. Non. Tellement Chicago qu'il habite à Berlin d'ailleurs maintenant, lui. Oui, mais Ils habitent tous à Berlin. à l'époque, ils habitaient tous à Berlin, voilà. Mais ils auraient dû finir à Liège en fait. Il y en a quelques-uns qui sont passés par Liège. C'est Bad Night. Oui, mais ça c'est après ça. Après, on est plus en 1993. Art of Non, Stalking. En 1993, il y a plein de DJ qui veulent jouer à Liège en fait. En parlant de Oui. James Pennington de Suburban Suburban Nights, Ouais, voilà, il a sorti The Art of Stalking en 1993. En 1993. Dark Energy. Ah, oui. Si. Si. Un super titre hein, quand même. Hein. Fnac Music, Dance C'était, Division. Et voilà. les fameuses Acid Rain. Oh, il faut pas oublier ça, Acid Bien Rain sûr, sur voilà. On va s'en écouter Van quelques-uns, Mike. puis on se retrouve pour Ouais, se dire au revoir. C'est on va parti. écouter ça, Allez. petit Stardancer.
Rétrologie, nous sommes en 1993, nous sommes toujours en 1993, et puis ben voilà, c'est la fin, quoi. On va se dire au revoir, quand même, hein. Ouais. Steph, on va se dire Merci, au revoir, hein, quand pour même. l'invite, les gars. Voilà. Tout à fait. C'est bien partager ses Voilà. passions. On a plein de Avec musique vous et encore d'autres. à vous faire découvrir, voilà, comme, je ne sais pas. Oui, on n'est pas mort. Mais non, c'est vrai. Oui, On va continuer à vous emmerder. voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure de... Ah, mais on fait des de- soirées aussi. hein. de Suburban, on parlait de Suburban Night, et puis on peut parler évidemment de... c'était quoi Stardancer peut-être. Stardancer, ouais. Ce genre de choses, voilà. Ou Acid Rain. Ouais, j'allais dire encore Octave One, moi, tu vois. Octave. Alors que c'était Red Planet, Red Planet, voilà. On fait des gros bisous. Martiane, oui. Martiane, voilà. Bisous. Ben, Red bisous, Planet. bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. En 1994.